Bonjour à tous, je vous propose ce matin de revoir une partie des débats autour du projet de loi sur la santé. Alors vous le savez, les sénateurs ont détricoté une grande partie du texte. Ils ont notamment rejeté la mise en place du tiers payant généralisé et du paquet neutre. Ce sont deux des mesures phares du texte. Autre surprise, le Sénat a modifié la loi Evin en établissant contre l'avis du gouvernement une distinction entre information et publicité sur les boissons alcoolisées. En revanche, les sénateurs se sont attaqués à la consommation excessive d'alcool chez les jeunes, ce qu'on appelle aussi le binge drinking, en adoptant un amendement qui fixe un prix plancher lors des happy hours. C'est ce que je vous propose de suivre tout de suite. Nous passons à l'article 4 avec une demande de parole de Monsieur François Commen. Vous avez la parole, mon cher collègue. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous sommes tous attachés aux avancées législatives qui, au cours des dernières décennies, ont doté notre pays de politiques publiques efficaces en matière de lutte contre l'alcoolisme et les comportements excessifs. Nous le savons, ces comportements peuvent effectivement mettre en danger la santé et même l'existence, en atteste le phénomène du binge drinking chez les jeunes. Naturellement, il faut agir. Mais les actions doivent porter avant tout sur l'information, l'éducation et la prévention, objectif d'ailleurs mis en œuvre par une filière que je qualifierais d'exemplaire, la filière viticole. En effet, seule une consommation qualitative et responsable est à même de lutter contre les abus. La France doit rester capable de continuer à favoriser le développement économique de la filière viticole. La viticulture française est l'un des fleurons de notre patrimoine. Elle participe grandement à nos exportations et notre prestige culturel. Demain, le no-tourisme sera un vecteur de plus pour l'attractivité de nos territoires. Les viticultrices et les viticulteurs français sont des gens responsables qui aiment leur métier et mettent en valeur nos territoires. Ils doivent être en mesure de poursuivre leur travail sans subir de nouvelles contraintes. Madame la Ministre, vous avez exprimé votre souhait de ne pas remettre en cause le cadre législatif actuel, c'est-à-dire la loi Evin. Le Président de la République et le Premier ministre sont également engagés en ce sens. Nous sommes toutefois favorables à la clarification de la loi, comme en témoigne l'amendement 32 présenté par notre collègue Gérard César, amendement que je soutiens vivement. Il s'agit de définir la publicité et à distinguer clairement ce qui relève de l'information et de la création artistique, culturelle, de la promotion de nos communes et de nos territoires. Bref, à ne pas faire condamner les journalistes qui parlent de nos régions. Merci, Monsieur Commen. Amendement 968 qui va être défendu par Madame Bouchoux. Vous avez la parole, ma chère collègue. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Cet amendement ne s'inscrit pas vraiment dans la logique de ce qui vient d'être indiqué par notre collègue. Nous prévoyons, et je vais vous expliquer pourquoi, de supprimer l'infraction générale sur la provocation à la consommation excessive d'alcool, même si évidemment nous sommes contre la consommation excessive d'alcool, nous sommes contre l'incitation à la consommation excessive d'alcool, mais ce sujet a déjà été traité dans notre hémicycle. Avec mon collègue que j'ai vu tout à l'heure et que je salue, André Reichardt, les Républicains, nous avions dans un rapport parlementaire sur l'alcoolisation massive des jeunes et les rassemblements festifs souhaité mettre l'accent sur la prévention sans préconiser de nouveaux textes de loi ni de nouvelles mesures législatives. Dans ce rapport qui avait été remis au gouvernement Fillon en octobre 2012, nous avions constaté que la législation générale en France sur l'alcool est abondante, surabondante et que l'arsenal répressif est considérable. Qu'il s'agisse de l'obtention d'une licence, qu'il s'agisse de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital qui a traité de ces questions, notre législation comprend déjà une dizaine de mesures destinées à lutter sévèrement contre la consommation excessive d'alcool. Il faut également rappeler ici, et c'est heureux, que la loi de 1998 interdisant le bizutage, ainsi que la législation réprimant la conduite en état d'ivresse, sont appliquées de façon très rigoureuse. Puisque ce cadre légal nous a paru à l'époque suffisant, faut-il encore en rajouter? J'ai entendu Monsieur le Président de la Commission tout à l'heure dire « lorsque la loi suffit, appliquons la loi ».
Alors comment éviter les drames de l'hyperalcoolisation des jeunes, ce qui est une vraie préoccupation? C'est tout l'objet, selon nous, d'une prévention énergique et efficace. Des actions de prévention coordonnées peuvent aboutir à des résultats. Un certain nombre de collectivités locales de toute sensibilité font des opérations qui fonctionnent déjà. Nous y reviendrons tout à l'heure lors de notre second amendement. Nous considérons qu'il s'agit à la fois d'un problème éducatif qui concerne les familles, toutes les familles, mais aussi d'un problème de coordination des politiques publiques plutôt que d'une nouvelle loi qui va avoir un affichage répressif mais qui ne sera respectée ni des jeunes ni de ceux qui sont censés la faire respecter. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cette création d'infraction générale sur la provocation à la consommation excessive d'alcool, satisfaisante mais pas concrète. Merci, ma chère collègue. Avis de la Commission, Madame la rapporteure. Merci Madame la Présidente. Alors malgré les difficultés qui peuvent être posées en effet par le problème de la preuve, les dispositions de l'article 4 devraient en principe faciliter la caractérisation de l'infraction en évitant l'exigence de conditions cumulatives, à savoir le caractère à la fois excessif et habituel de la consommation d'alcool à laquelle le mineur est incité. Même si j'ai bien entendu les arguments développés par notre collègue Corinne Bouchoux, la Commission a souhaité adopter l'article 4 sans changement et nous restons sur cette position. C'est donc une demande de retrait ou un avis défavorable. Merci, Madame la rapporteure. Madame la ministre, avis du gouvernement, s'il vous plaît. Je donne un avis défavorable. Nous aurons sans doute l'occasion, au moment de l'examen d'autres amendements, d'aborder cette question de l'impact de la consommation excessive d'alcool pour la santé publique. Mais on ne peut pas faire comme si ça n'était pas une réalité dans notre pays. Et il faudrait peut-être essayer de sortir de débats manichéens qui voudraient que lorsque l'on porte des enjeux de santé publique, on ne se préoccupe pas ou on ne s'intéresse pas à la filière viticole, à l'impact économique, à l'impact touristique que peuvent représenter ces productions. Mais aujourd'hui, ignorer le coût social, le coût sanitaire de l'alcool dans notre pays, en particulier auprès des jeunes, c'est véritablement nier la réalité qui vient à nouveau d'être mise en évidence à travers une étude spectaculaire, indépendante, autonome, qui analyse l'intégralité des coûts que représente l'alcool pour la société et qui chiffre ces coûts à 120 milliards d'euros pour la France, ce qui est évidemment tout à fait gigantesque. Les jeunes, pas uniquement eux, et je vous rejoins d'ailleurs sur ce point-là, Madame la sénatrice, les jeunes sont particulièrement exposés parce qu'il y a des tas de stratégies commerciales, notamment dans des endroits où on vend de l'alcool à bon marché ou dans des fêtes à domicile, sur des campus universitaires où il y a des incitations à consommer de l'alcool et on le sait, des grandes écoles, des universités n'hésitent pas à recourir à de telles pratiques au titre de ce que l'on appelle le bizutage. Nous en avons régulièrement des exemples. Et donc, je veux dire, je comprends votre préoccupation qui est au fond d'avoir une loi répressive qui soit suivie des faits. L'exemple que nous avons pris, Madame la sénatrice, c'est celui du bizutage. C'est exactement, les critiques que vous portez, ce sont celles qui ont été portées contre la répression du bizutage il y a maintenant 15 ans. Les opposants à cette législation disaient, mais au fond, comment va-t-on faire appliquer cette législation puisqu'elle a lieu dans le secret des universités ou des grandes écoles. Aujourd'hui, la pratique du bizutage n'a pas disparu, mais elle est clairement identifiée comme problématique, elle a régressé et cela libère la parole de ceux qui en sont victimes. Et c'est exactement le même état d'esprit qui est le mien en vous proposant cet amendement et celui du gouvernement. Et donc je donne un avis défavorable et un peu, en marquant mon incompréhension dans le même temps, un avis défavorable face à votre amendement qui enverrait un signal qui me paraît préoccupant en direction des jeunes, mais aussi des moins jeunes, en ce qui concerne la consommation d'alcool. Merci, Madame la Ministre. Donc, Madame Bouchoux, pour explication de vote. Je m'apprête à retirer cet amendement pour vous parler tout à l'heure du second, qui est un amendement de repli. Vous apprêtez ou vous le retirez vraiment? J'ai retiré le premier pour nous faire gagner du temps et je m'apprête tout à l'heure à défendre le second. D'accord. Donc, l'amendement 968 est retiré et vous allez maintenant défendre le 969. Madame Bouchoux, vous avez la parole.
Madame la présidente, madame la ministre, mesdames et messieurs les rapporteurs, monsieur le président, bien évidemment, et qu'il n'y ait aucune ambiguïté à ce propos, mais vous le savez bien, nous sommes extrêmement attentifs à la lutte contre l'alcoolisation massive des jeunes et des moins jeunes. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est occupé pendant 4 ans de la vie étudiante qui vous dira le contraire. Une remarque cependant, nous nous posons la question actuellement de l'offre d'alcool, mais je ne suis pas sûre, excusez-moi, que les jeunes et les moins jeunes boivent uniquement parce qu'il y a de l'offre d'alcool. Si c'était aussi simple, historiquement, la question aurait été tranchée. L'amendement que nous déposons insiste sur l'importance de la prévention et la prise en charge par les pairs, PAIRS, pour lutter contre les comportements massifs d'alcoolisation des jeunes. Tel que nous l'avions préconisé en 2012 avec notre collègue, nous considérons que diffuser une information par des jeunes auprès des jeunes est un moyen efficace de prévention pour renforcer les mesures en faveur de la protection des plus jeunes face aux dangers de la consommation excessive d'alcool. Une étude de la FAGE, en mai 2014, Fédération des associations générales étudiantes, réalisée sur plus de 3000 étudiants sur leur consommation d'alcool, montre que 71,4% des sondés sont plus sensibles lorsque le message de prévention est transmis par une personne du même âge d'une situation voisine. En ce sens, la prévention entre pairs, outre qu'elle semble moins coûteuse, a une efficacité accrue par rapport à la communication institutionnelle, campagne médiatique à l'effet extrêmement discuté, support institutionnel, un business florissant, mais dont les résultats n'ont toujours pas fait leur preuve depuis 20 ans, quelles que soient les politiques publiques. La méthode que nous proposons est une méthode de communication plus horizontale que venue d'en haut. Elle a été reprise dans plusieurs communes où elle a fonctionné et nous voudrions insister sur ce point. Ce dispositif a été par ailleurs repris dans des communes de moindre taille où le problème de l'alcoolisation des jeunes existe aussi, ainsi que dans les communes rurales. Selon nous, enfin, si nous devions persister dans cette voie, la réalisation de spots télévisés faits par des jeunes, pour des jeunes, grâce à nos écoles de cinéma, nos écoles d'art, devrait être privilégiée, ainsi que les interventions d'étudiants en médecine. Et donc, pour le dire autrement, autant que de favoriser un business sur la prévention, nous demandons que les jeunes soient associés à cette politique publique. Et si notre jeunesse boit autant, eh bien moi j'aimerais aussi qu'on se pose la question de savoir pourquoi ils boivent autant, quel espoir leur donnons-nous. Merci de votre écoute. Merci Madame Bouchou. Avis de la Commission, Madame la rapporteure. Alors, c'est vrai qu'on peut penser qu'il n'est pas du ressort de la loi de définir les modalités de réalisation et de diffusion des campagnes de lutte contre l'alcoolisation excessive. Néanmoins, pour répondre à l'amendement de notre collègue Corinne Bouchou, hier, lors de l'examen de l'article 1er du projet de loi, et à une initiative de notre collègue Catherine Génisson, et a été inscrit dans les termes généraux de l'article 1er l'objectif de prévention partagée, alors qui couvre des domaines plus larges que simplement la lutte contre l'alcool, mais d'autres messages de prévention en matière de tabac et autres. Donc ce principe de prévention partagée ayant été inscrit à l'article 1er, ce sera une demande de retrait. Merci Madame la rapporteure. Avis du gouvernement, Madame la ministre. Je donne un avis défavorable, enfin je vous demande de retirer votre amendement, sinon je donne un avis défavorable parce que ça se fait déjà, notamment dans le cadre de l'INPES. Et l'INPES, donc l'Institut national de prévention en santé, prévoit ou organise des campagnes en interrogeant, en associant les jeunes, les pairs, enfin en tout cas les publics cibles, parce qu'il n'y a pas forcément uniquement des jeunes, en essayant de leur demander quels sont les messages qui pour eux sont les messages les plus impactants. Et nous avons un exemple, puisque en début d'année, nous avons fait réaliser une campagne qui portait sur l'incitation à appeler les consultations jeunes consommateurs, et ça avait été réalisé après des études, donc pas réalisé par des jeunes, mais réalisé après des études et consultations de jeunes personnes qui donc ont donné leurs sentiments et ont donné leurs idées sur ce que devrait être une campagne. Donc il me semble que cela se fait et en tout état de cause, je ne crois pas qu'il appartienne à la loi de déterminer les modalités de réalisation des campagnes de promotion et d'information. Merci Madame la ministre. Je vais mettre. Il est maintenu, Madame Bouchou. Il est maintenu. Donc je vais. Explication de vote. Monsieur Reichert. Reichert, pardon. Madame la présidente, Madame la ministre, mes chers collègues, j'ai effectivement eu l'occasion
avec notre collègue Corinne Bouchoux, de commettre un rapport, s'il vous plaît, un rapport sur l'hyperalcoolisation des jeunes, et ceci à la demande de la commission des lois de l'époque. Effectivement, ce rapport concluait, comme l'a dit Corinne Bouchoux tout à l'heure, sur l'importante législation sur l'alcool qui existait d'ores et déjà, et l'arsenal législatif et pénal particulièrement important en la matière. Pour autant, je m'empresse de dire à ma collègue Bouchoux que si elle n'avait pas retiré son amendement, je ne l'aurais pas voté, l'amendement précédent, je ne l'aurais pas voté parce que je ne faisais pas tout à fait la même lecture. Je crois que la provocation à cette hyperalcoolisation mérite effectivement d'être sanctionnée. Pour le coup, sur cet amendement-là, moi, je la remercie de ne pas retirer l'amendement. Et je crois qu'effectivement, il est important que nous poussions les feux en matière de prévention. Nous avions vu à l'époque, indépendamment de ce qui existe déjà, Madame la Ministre, et dont nous avions naturellement connaissance, et il existe beaucoup de choses en la matière, que ces campagnes de prévention sont insuffisantes et notamment ne mettent pas assez en jeu ce que Corinne Bouchoux appelle les pairs, en d'autres termes les jeunes, voilà, ceux qui sont dans les mêmes instances, dans les mêmes universités, dans les mêmes écoles. Et c'est là où effectivement il faut être particulièrement attentif. Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir est-ce que c'est dans la loi que doit être mentionné le détail d'une campagne de ce type. C'est plutôt du domaine réglementaire. Mais au moins ça a le mérite d'exister. Et je crois, mes chers collègues, que c'est faire œuvre utile que de voter favorablement à cet amendement et qui poussera peut-être plus les pairs à se mobiliser et surtout poussera peut-être plus les instances publiques à financer la mobilisation des pairs lorsqu'ils mettent en œuvre de telles campagnes. Donc je voterai, moi, pour cet amendement. Merci, mon cher collègue. Monsieur Laménie, pour explication de vote. Oui, merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je m'associe aussi à cet amendement et je voterai aussi cet amendement parce que je crois que c'est réellement un problème de société. Je dirais, malheureusement, l'hyperalcoolisation ne date pas d'aujourd'hui. Je crois que ça date depuis très longtemps, mais on assiste réellement quand même à un gâchis. C'est un réel gâchis. Moi, je vais prendre aussi, alors Madame la Ministre a cité l'INPES dans le cadre des informations. Je peux partager un petit peu, mais je dirais l'INPES, bon, les informations qu'on peut être quand on est maire de petite commune, bon, on a des affiches et autres, mais le rôle d'information, de sensibilisation, je pense qu'il est réellement beaucoup plus important à développer. Puis je prendrai aussi le cas des fêtes patronales que sont confrontés les maires et de toute commune, et en particulier aussi dans le monde rural. On a beau prendre des arrêtés municipaux interdisant, je dirais, tous les jeunes viennent avec les coffres de voiture, dans les coffres de voiture, plein de boissons, alors que théoriquement il y a une buvette sur les lieux de fêtes patronales. Donc il y a réellement. Alors après on dit c'est le pouvoir du maire. Bon, le pouvoir du maire, malheureusement, après pour l'exécuter, ben, c'est tout autre. Et cette hyperalcoolisation, on la rencontre malheureusement partout. Vous avez cité aussi, bon, les bizutages certes, mais je dirais malheureusement on le rencontre, je dirais, en tout lieu, en toutes circonstances, et c'est pour ça aussi que même dans les petites communes, les maires ont renoncé à organiser les fêtes patronales parce que c'est aussi un véritable gâchis. Et puis des jeunes aussi, ils sacrifient aussi leur vie. Et ça, c'est gravissime parce que, franchement, malheureusement, on a aussi en mémoire des cas dramatiques. Et puis après, c'est les gendarmes qui interviennent, c'est les sapeurs-pompiers, les urgentistes et autres. Et c'est réellement un gros problème de société et dans lequel il est vraiment urgent de prendre des mesures. Bon, après, c'est peut-être pas forcément la loi, mais là-dessus, je crois qu'il faut vraiment faire quelque chose. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Je n'ai plus de demande d'explication de vote. Je n'en vois pas. Je vais donc mettre aux voix cet amendement 969 avec un avis défavorable de la commission, une demande de retrait ou avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté.
L'amendement 424 rectifié, Monsieur Montaugé, vous avez la parole, mon cher collègue. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs. L'article 4 vise à renforcer les moyens de lutte contre les nouvelles pratiques de la jeunesse en matière d'alcoolisation massive, appelée parfois binge drinking. Parmi les pratiques commerciales incitatives, existent par exemple les happy hours, période d'une ou de plusieurs heures au cours de laquelle un débit de boisson propose des produits, en particulier alcoolisés, à des tarifs plus avantageux que d'ordinaire et parfois très très bas. L'amendement proposé vise à encadrer et pas à supprimer, je le souligne, ces pratiques par la fixation d'un prix de vente plancher calculé par l'application d'un taux de rabais autorisé sur le prix de vente unitaire affiché, ce taux étant fixé par décret. Je rajoute que ce dispositif simple permettrait de justifier objectivement les sanctions prévues par la loi et qu'il faut effectivement garder. Merci, mon cher collègue. Avis de la Commission, Madame la rapporteure. Alors, la pratique des prix réduits des débitants de boissons est encadrée par le décret 2010-465 du 6 mai 2010 relative aux sanctions prévues pour l'offre et la vente de boissons alcooliques. Donc, il a semblé à la Commission que le dispositif proposé par l'amendement relevait du niveau réglementaire. C'est donc une demande de retrait ou un avis défavorable. Merci. Madame la ministre, avis du gouvernement. Monsieur le sénateur, je comprends pleinement le sens de votre amendement. Parce qu'on voit bien qu'il y a des stratégies d'incitation qui, sous couvert de la convivialité, et on est tous attachés à la convivialité, amènent des jeunes qui sont peut-être plus sensibles aux questions financières que d'autres, et des moins jeunes, à privilégier ces horaires avec des tarifs qui sont parfois des tarifs extrêmement bas. Nous savons qu'on voit arriver dans notre pays ce que l'on ne voyait pas il y a quelques années, c'est-à-dire des séances d'alcoolisation au vu et au su de tout le monde, c'est-à-dire dans l'espace public, même si ça reste une pratique qui est plus typique des pays du Nord, des pays anglo-saxons, que de la France, où l'alcoolisation se fait souvent dans des lieux fermés et à domicile. Donc je partage complètement votre objectif. Je dois vous avouer que juridiquement, je ne sais pas comment on fait. C'est-à-dire que comment fixe-t-on des prix planchers en fonction des villes où le prix de l'immobilier n'est pas le même. On sait que les commerçants n'ont pas le droit de vendre à perte. Comment va-t-on nous déterminer, nous, puissance publique, à travers un règlement, un décret, déterminer le prix au-dessous duquel il y aurait perte et au-dessus duquel ce serait envisageable? Comment va-t-on considérer la multitude de boissons envisageables? Donc je me vois obligée de vous demander de retirer votre amendement ou sinon de lui donner un avis défavorable, non pas dans l'esprit, j'espère que vous me comprenez, mais dans la réalisation pratique. Je ne vois pas comment nous pouvons prendre un décret qui fixe les planchers que vous appelez de vos voeux. Merci, Madame la Ministre. Avis défavorable de la Commission. Avis... Madame Gillot, je vous en prie. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, avant que mon collègue se prononce sur la demande de retrait de cet amendement, je voudrais quand même revenir sur l'intérêt que nous avons à nous pencher sur cette question de l'encouragement des jeunes à consommer excessivement des boissons alcooliques, notamment pendant les soirées qui leur sont réservées, et notamment dans les soirées étudiantes. On a été tous sensibilisés à cette question, et là, il y a des pratiques commerciales qui sont complètement incitatives et qui permettent à des jeunes de boire des mètres linéaires d'alcool fort dans des conditions extrêmement peu onéreuses, voire gratuites. Donc moi, j'entends bien ce que nous dit la ministre sur la difficulté qu'elle a à son poste de réglementer cette question, mais je pense qu'il est important que
nous, législateurs, nous soyons très préoccupés par cette question et que nous marquions un intérêt fort à faire cesser ou à tout au moins à réduire, à entraver ces pratiques commerciales qui gâchent une partie de notre jeunesse en les rendant alcooliques et dépendants à l'alcool au bout de quelques temps. Monsieur Lemoine, pour explication de vote. Écoutez, je suis ni pour ni contre, bien au contraire, mais je fais une petite incidente puisque j'entends parler de binge drinking et de happy hour et je pense que nous nous honorerions tous à faire un effort pour parler cette belle langue que nous défendons, que la loi Toubon d'ailleurs a sanctuarisé, et nous pourrions parler d'heures heureuses au lieu de happy hour et d'alcoolisation massive au lieu de binge drinking. Mais je le dis parce que d'ailleurs je vois ma collègue Claudine Lepage avec laquelle la semaine dernière nous avons d'ailleurs été visiter nos amis et frères francophones et eux-mêmes nous font le reproche souvent de tomber dans l'utilisation d'acronymes ou d'anglicismes. Et donc voilà, c'était un petit clin d'œil pour que nous soyons tous vigilants par rapport à la façon de nous exprimer, y compris sur ces sujets-là. Voilà, je vous remercie. Vous avez raison, surtout que heure heureuse, c'est quand même une très belle expression. Monsieur Roche, pour explication de vote. Oui, bien sûr, cet amendement nous interroge tous et on a envie de le suivre. Mais Madame la ministre a bien dit, son application serait difficile. Mais en plus, il ne résoudra pas complètement le problème. Car l'alcoolisme aigu estudiantin, des soirées de classe, de tout ça, lors de ces soirées, les jeunes vont souvent dans les supermarchés, achètent directement l'alcool et ne vont pas forcément dans un débit de boisson pour se mettre hors d'état de toute lucidité. Et c'est peut-être la façon la plus grave d'ailleurs de l'alcoolisme parce qu'elle est complètement cachée, alors que dans un débit de boisson, encore ça se voit. Mais le pire, c'est l'alcoolisation. Quand ils remplissent leur coffre de voiture, et ils trouvent toujours un endroit pour se cacher tout le monde et pour vraiment aller au-delà de ce qui est raisonnable, loin de là. Et de rentrer dans un alcoolisme chronique. Merci, Monsieur Roche. Monsieur Montaugé, il est maintenu? Oui, Madame la Présidente, je le maintiens. Je souhaite faire prévaloir un point de vue moral sur cette question politique. Il en va de la vie de certains de nos jeunes et je pense que ce point de vue sur ces bancs est certainement très partagé. Merci. Monsieur Vassel, pour explication de vote. Présidente, je pense qu'il ne faut pas s'abriter derrière la difficulté de légiférer ou de réglementer en la matière. Il faudrait au minimum, soit l'initiative du Sénat, soit l'initiative du gouvernement, qu'une mission soit lancée sur ce sujet. Moi, j'ai trop connu, j'ai eu des enfants qui ont fait, bien entendu, des études supérieures et des retours de ces enfants qui ont vécu des situations dramatiques de jeunes qui se trouvaient en coma éthylique à la suite de surconsommation d'alcool. Alors évidemment, c'est extrêmement difficile à contrôler. Comme vous l'avez dit, chers collègues, ils peuvent aller au supermarché, s'acheter l'ensemble un grand nombre de bouteilles d'alcool et puis ensuite se rassembler en un lieu pour le consommer. Et souvent, ce sont soit à l'université, dans des lieux dans lesquels ils ont l'habitude de se retrouver, soit dans des lieux dédiés avec quelquefois parfois l'absence de responsabilité de certains parents qui laissent les jeunes se réunir chez eux et consommer d'une manière à l'excès donc l'alcool. Et on en subit à terme ensuite les conséquences en termes de santé publique et c'est la sécurité sociale qui peut en subir le contre-coup si ceux-ci persistent ou des mauvaises habitudes qui peuvent être prises. Donc je souhaite, moi je fais juste un appel pour que une initiative soit prise pour que l'on ne dise pas c'est très difficile à faire et de rien faire. Merci, Monsieur Vassel. Je n'ai plus, Madame... non, vous avez déjà pris la parole. Non, vous l'avez déjà fait. On a droit à une seule explication de vote, Madame Gillot. C'est vous qui avez fait la première explication de vote, Madame Gillot. Y a-t-il d'autres demandes d'explication de vote? Je n'en vois pas. Donc je vais mettre aux voix cet amendement avec un avis défavorable de la Commission, une demande de retrait ou un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Alors là, je vous demande de bien vouloir lever la main comme il faut, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22... Oh là là. Attendez, parce que là, il y en a qui lèvent la main après. Alors, on va être obligé de faire un Deboissy parce qu'il y en a qui ne lèvent pas la main et qui les lèvent une fois qu'on est passé et qu'on a compté.
Alors, je recommence. Et s'il vous plaît, levez bien la main. Qui est pour? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 40, 42, 52. Qui est contre? Mes chers collègues, il va falloir faire un debout assis parce qu'il y en a qui ne prennent... Je suis désolée, mais c'est comme ça. Alors, c'est important parce que là, on est juste et il y a des personnes qui ne prennent pas part au vote. Donc, j'ai du mal à compter. Nous avons du mal à compter. Je vous demande donc ceux qui sont pour de se lever. Alors là, il va falloir... ceux qui sont contre, s'il vous plaît. Contre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est adopté. Madame la ministre, je vous en prie, vous avez la parole. Je prends acte de ce vote avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'espoir. Parce que c'est véritablement un engagement en faveur de la santé publique dont j'espère qu'il sera concrétisé dans d'autres votes. Et c'est évidemment cela que je constate parce que vous avez entendu la réponse que j'ai faite. Vous avez entendu la réponse que j'ai faite à votre collègue. Je suis évidemment extrêmement sensible à la démarche qui est la sienne. Nous avons des difficultés qui ne sont pas simplement, monsieur le sénateur Vassel, de savoir si le gouvernement ou une administration sait faire ou pas. Il y a aussi un droit européen, il y a aussi une législation qui, en matière de libre concurrence, qui s'applique et qui existe. On ne peut pas faire disparaître le droit ainsi. Mais en tout cas, je ne sais pas ce que sera la suite ou l'avenir de cet amendement dans la suite du parcours législatif. Mais moi, je le prends comme une invitation, une exigence même, à ce que nous ayons une réflexion collective, au-delà des amendements que nous allons examiner dans un instant, mais que nous ayons une réflexion collective sur la manière de prendre en considération c'est l'évolution des modes de consommation dans notre pays pour apporter des réponses qui aujourd'hui ne sont pas si simples que cela à imaginer pour toute une série de raisons et que nous ne soyons pas là à nous résigner parce que face à l'alcoolisation des jeunes et des moins jeunes, il est effectivement souhaitable que nous ne nous résignions pas. Et donc, moi, je veux vous remercier d'avoir déposé cet amendement, d'avoir favorisé le débat et encore une fois, j'y puise beaucoup d'espoir pour la suite. Voilà, vous avez donc pu suivre les discussions autour du binge drinking pour lutter contre ce phénomène. Les sénateurs ont adopté un amendement qui fixe un prix plancher lors des happy hours. Autre surprise, les sénateurs ont également modifié la loi E20 en établissant contre l'avis du gouvernement une distinction entre information et publicité sur les boissons alcooliques. Cet amendement avait déjà été introduit dans la loi Macron. Il avait été adopté, mais retoqué par le Conseil constitutionnel en août dernier. Tout de suite, donc, on écoute les discussions autour de la modification de la loi E20. Article additionnel après l'article 4. 5 amendements identiques. Le 31 rectifié qui va être défendu par Monsieur Courteau. Oui, merci Madame la Présidente. Par cet amendement, nous voulons simplement que par une clarification de la législation, l'on permette, sans problème, de pouvoir faire la promotion touristique de nos paysages viticoles. Nous voulons que l'on puisse communiquer en toute sécurité juridique sur ces mêmes terroirs, sur cette telle toponymie, sur tel itinéraire ou encore en faveur de ce patrimoine viticole, gastronomique et culturel qui est le nôtre. Nous ne proposons pas de modifier l'encadrement de la publicité en faveur des boissons alcooliques. Nous ne contestons nullement le fait que la publicité en faveur de ces boissons soit soumise à des restrictions afin de prévenir des consommations excessives. Nous proposons seulement de lever le flou juridique qui résulte des dérives jurisprudentielles de ces dernières années.
En effet, la définition de la publicité telle qu'elle résulte de cette jurisprudence assimile de fait un contenu journalistique, culturel ou œnotouristique à de la publicité. Or, tel n'était pas l'objectif du législateur lors de l'adoption de la loi de 1991. Nous voulons donc, sur ce point, que le législateur reprenne la main en faisant la distinction entre ce qui relève d'une publicité, d'une part, et d'un contenu journalistique ou œnotouristique, d'autre part. Nous voulons sortir, en effet, de cette situation d'insécurité juridique manifeste qui pousse souvent journalistes et opérateurs œnotouristiques à s'auto-censurer. Cette insécurité juridique résulte, je le rappelle, de ces dérives jurisprudentielles. Or, les juges n'ont pas à se substituer aux législateurs. Je le répète, il ne s'agit pas d'assouplir l'encadrement de la publicité. La publicité en faveur des boissons alcooliques est une chose. L'information journalistique ou œnotouristique en est une autre. Et puis, j'ajouterai, pour conclure, que cet amendement, enfin, est identique à la virgule près à celui proposé par le gouvernement, et oui, dans le cadre de la loi Macron. Chers collègues, nous ne proposons rien d'autre que de pouvoir permettre, en toute sécurité juridique, la promotion de nos terroirs, de nos paysages viticoles, de nos savoir-faire, de nos produits, qui contribuent d'ailleurs au rayonnement de la France dans le monde. Mon cher collègue, l'amendement 32 rectifié, Monsieur César. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, Madame le rapporteur. Le Conseil constitutionnel a censuré début août une disposition de la loi Macron visant à clarifier les notions d'information et de publicité relatives aux boissons alcooliques. Je vous rappelle qu'un amendement co-signé par le groupe d'études de l'avenir du vin du Sénat, en ce sens, a été adopté à l'unanimité, toutes tendances politiques confondues, lors de la première lecture du projet de loi Macron au Sénat. Un amendement du gouvernement a ensuite été adopté par l'Assemblée nationale. Dans ce même texte, c'est cet amendement que nous proposons aujourd'hui dans le cadre du projet de loi santé, tel que vient de le dire Roland Courteau. D'ailleurs, je lui souhaite une bonne fête à Roland aujourd'hui, parce que c'est Saint-Roland aujourd'hui. J'en profite pour le souhaiter. En rejetant cette disposition, pour des raisons de forme et non de fond, le Conseil constitutionnel n'a toutefois pas remis en cause l'objectif de clarification de la loi Evin. Comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel, l'objectif de la loi Evin est de lutter contre les excès de consommation d'alcool et de protéger les populations à risque. Sa validation par le juge repose sur le fait que le législateur, qui a entendu prévenir une consommation excessive d'alcool, s'est borné à limiter la publicité en ce domaine sans la prohiber de façon générale et absolue. Pourtant, nous constatons aujourd'hui que l'application de la loi Evin connaît une dérive qui s'est écartée de l'esprit du texte. Une définition du champ de la publicité par la Cour de cassation induit l'assimilation d'un contenu journalistique, œnotouristique, culturel ou artistique à de la publicité, et des journaux tels que Paris Match ou Le Parisien ont été condamnés. Et aujourd'hui, compte tenu justement des risques juridiques et judiciaires, beaucoup de journalistes pratiquent aujourd'hui donc l'autocensure. Ils ne font plus d'articles sur les régions viticoles, sur les paysages, etc. Dans ce contexte, il est donc essentiel d'apporter la sécurité juridique nécessaire aux opérateurs publics et privés, collectivités territoriales, offices de tourisme, agences de voyage, journaux, pour informer et valoriser les vignobles de France, nos territoires et nos paysages. Mes chers collègues, c'est tout l'enjeu de cet amendement que je vous propose d'adopter. Clarification et sécurisation qui font écho à l'engagement responsable de la filière vitivinicole. Cet engagement qui promet les principes d'une consommation quantitative et responsable se traduit par des actions concrètes sur le terrain, en particulier en matière de prévention des risques alcool pour nos jeunes. Merci, Monsieur César. Amendement 399 rectifié qui ne sera pas soutenu mais qui est identique. Le 410 rectifié, Monsieur Cardou. Toujours le même.
Oui, merci Madame la Présidente, Madame le Ministre. Chers collègues, comme vous le savez, malheureusement, notre collègue René-Paul Savary étant immobilisé, il n'est pas en mesure de défendre son amendement et en accord avec les autres signataires, Monsieur Gilles, Madame Imbert et Jean-Baptiste Lemoyne, c'est à moi qu'il est choix de le faire. Donc je ne reviendrai pas sur les propos de fond qui viennent d'être prononcés par les uns et par les autres, toutes tendances politiques confondues, et auxquelles je souscris totalement, bien sûr, puisque j'ai signé un amendement identique. J'ajouterai simplement deux précisions. Le premier, c'est qu'on nous a dit, le Conseil constitutionnel, comme l'a souligné Gérard César, a dit c'était un cavalier dans la loi Macron. Et quand on le présente dans la loi santé, la loi E20 était quand même une loi de santé, on nous dit ah ben non, c'est pas là qu'il faut le présenter. Alors on se demande sur quel texte on peut le présenter. Donc voilà un des arguments qui a été développé en commission ce matin. Et je remercie les rapporteurs et les présidents qui, dans leur grande sagesse, ont converti leur avis de sagesse en vote. Et la commission s'est largement, à une large majorité, prononcée en faveur de ces amendements. Ça, c'est la première remarque. La seconde remarque, c'est que l'esprit dans lequel est présenté cet amendement est quelque chose qui va en faveur du terroir, en faveur de la ruralité qui est bien malmenée actuellement avec la loi NOTRe. Vous avez vu le malaise des agriculteurs, et permettre aux viticulteurs de région, certains qui font des efforts importants de se faire connaître par des annonces qui ne sont pas de la publicité, qui sont des annonces informatives. Je pense que voter cet amendement sera un signe fort en faveur de la ruralité et du terroir, ce que chacun prône dans sa région. Et j'ajoute, actuellement, ce n'est pas trop émergent, mais que les petites communes rurales se plaignent de la législation sur les enseignes qui empêche à l'entrée de leur commune de signaler tel ou tel producteur, artisan local vis-à-vis des touristes qui traversent, eh bien, ajouter ça à ça finit par asphyxier totalement la ruralité, la vie locale et les petits villages. Voilà pourquoi c'est les arguments que je voulais rajouter, chers collègues, à ceux qui ont déjà été développés. Oui. Merci, Monsieur Gardou. Le 859 rectifié, Monsieur Requier, qui est toujours le même amendement. Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. L'amendement est identique à ceux de mes collègues précédents. Je veux simplement une petite remarque. Il m'arrive d'aller voir quelques matchs de rugby à l'extérieur pour le tournoi des 6 nations. Quand vous allez en Écosse, on fait la publicité dans les stades pour l'information, pour donc la boisson nationale à base de malt, vous savez, fermenté. Et quand vous allez en Irlande, à Dublin, vous avez partout cette bière brune, vous savez, à la pression, qui fait la renommée de la capitale de l'Irlande. Et quand vous allez en France, rien de tout ça, pour revenir au Lot, quand l'autoroute A20 a été construite, le Conseil général avait décidé de planter une vigne, parce que, comme on ne traverse pas les vignobles de Cahors, on voulait mettre simplement une vigne et en mettant ici vignoble de Cahors. Interdiction, il a fallu arracher la vigne, l'abandonner. Donc, on ne peut plus faire d'informations suffisantes pour le vin. Le vin, c'est notre patrimoine. Le vin, c'est la France, c'est notre terroir. Alors, c'est pour ça que je soutiens l'amendement, j'en ai proposé un. Et puis, écoutez, de grâce, arrêtons de nous tirer une balle dans le pied. Je dirais pas dans le pied, je dirais dans le gosier. Merci, mon cher collègue. Avis de la commission, Madame la rapporteure, sur ces 5 amendements identiques. Alors, donc, ces amendements présentés par les différents auteurs visent à clarifier l'interdiction de la publicité pour les boissons alcooliques qui est dans la législation actuelle et qui est issue de la loi E20. Alors c'est vrai, notre collègue César a rappelé un peu l'historique. Lors de l'examen en première lecture de la loi Macron, des amendements avaient été présentés par des sénateurs de plusieurs groupes politiques pour arriver à une formulation qui était un peu celle-ci. La commission Macron avait alors donné un avis de sagesse et l'amendement avait été adopté dans la lecture au Sénat. Le texte est retourné en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale et là, c'est le gouvernement qui a déposé un amendement un peu différent de celui qui avait été adopté au Sénat, mais qui correspondait à une rédaction qui semblait meilleure pour le ministre Macron et le gouvernement. Donc, lorsque le texte est revenu en nouvelle lecture au Sénat, il n'y a pas eu de modification de l'article issu de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.
Mais c'est le Conseil constitutionnel qui a censuré la disposition qui avait été introduite dans la loi Macron. Alors c'est vrai que ce matin, lorsque ces amendements sont arrivés, on nous a dit « Ah bah oui, mais c'est pas dans la loi santé », bien sûr, sauf que ça a quand même une référence au Code de la santé publique, puisqu'on rajoute, après l'article L. 3323-3 du Code de la santé publique, un article L. 3323-3-1 qui est donc rédigé selon la volonté du gouvernement en matière de rédaction. Alors, lors de l'examen en commission, j'avais préconisé un avis de sagesse, mais la commission a souhaité qu'il y ait un vote en commission sur cet amendement, et la commission a émis à la majorité un avis favorable à ces amendements. Merci. Madame la ministre, avis du gouvernement. Oui, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, moi je vais m'exprimer. Je suis ministre en charge de la santé et je voudrais commencer par rappeler les enjeux de santé publique. Parce qu'on ne peut pas, à l'occasion d'un débat sur la santé qui vise à prémunir nos concitoyens face aux risques auxquels ils peuvent être exposés, je trouve que mettre en cause la prise en compte des enjeux de santé publique par une ministre de la Santé, c'est assez étonnant pour ce que j'entends sur les bancs à l'instant. Que dirait-on d'une ministre de la Santé qui ne se préoccuperait pas des 50 000 morts que fait l'alcool chaque année? Et que penserait-on d'une ministre? Mais je vais en parler. Mais et vous, que faites-vous des 50 000 morts par an? Mais alors, quand on parle de vin, on ne parle pas d'alcool, il y a là quand même un point qui est un peu difficile à entendre. S'il vous plaît, difficile à entendre. S'il vous plaît, Monsieur César, s'il vous plaît, laissez parler la ministre. Je pense qu'un peu de Vous aurez la raison parole est après. nécessaire. Que vous défendiez votre territoire, vos terroirs, une filière économique, une filière touristique, je peux l'entendre, je peux le comprendre, je peux ne pas le partager, mais je peux l'entendre. Que vous renvoyez d'un revers de la main, en haussant le ton, 50 000 morts par an dans notre pays, en considérant c'est facile, pour les femmes et les hommes qui meurent, ça n'est pas facile. Pour les familles et le coût que cela représente pour la société, ce n'est pas facile. Pour l'assurance maladie, je suis désolée d'en venir à ces réalités triviales, c'est une charge financière. Et puisque, avant que vous n'interveniez, je n'avais entendu, mais peut-être était-ce une illusion, que des déclarations en faveur de la santé publique. À propos d'autres amendements qui ont été votés, les enjeux de santé publique ont été portés. Et moi, je me disais, mais au fond, il y a là beaucoup de déclarations d'amour et il faudrait faire quelques démonstrations plus appuyées. Comme on le dit, il nous faut des preuves aussi. Nous avons eu des amendements qui ont été portés et dont j'ai demandé qu'ils soient retirés, à la fois parce qu'un travail est porté et aussi, je veux le dire, parce qu'en ce qui me concerne, dans la loi que je présente aujourd'hui et dans la version de la loi que j'avais présentée initialement, il n'y avait aucune mesure venant changer l'équilibre de la loi Évin. Il n'y avait aucune mesure de durcissement, d'approfondissement concernant l'alcool en dehors de ce qui concerne les séances d'alcoolisation rapide pour les jeunes. Parce que je m'étais dit que je voulais éviter un débat qui serait une foire d'empoigne et qu'il fallait, au fond, respecter cette loi Évin, son équilibre. Que dit la loi Évin? La loi Évin, ce n'est pas une loi qui interdit la publicité, c'est une loi qui considère qu'il faut respecter l'activité économique liée à l'alcool et au vin, mais qu'il faut protéger les jeunes et encadrer la publicité. La publicité est-elle devenue impossible? Alors moi, je vais vous montrer un certain nombre de choses. Le 31 août, Le Monde, en une, présente une immense publicité avec du vin et une énorme bouteille de vin en une du journal du Monde. Qu'on ne me dise pas que la publicité est interdite. Elle n'est pas condamnée. Non, non, elle n'est pas condamnée. D'ailleurs,
Ensuite, quelques jours plus tard, une énorme publicité dans les Échos, avec différentes bouteilles, avec toutes les qualités de vin que vous pouvez souhaiter. Alors me direz-vous, pas vous, puisque à l'évidence toute publicité vous paraît impossible, mais d'autres me diront, mais au fond, nous savons bien que la publicité est possible. Ce qui nous paraît compliqué, c'est la publicité qui ne porte pas directement sur un produit, une bouteille, mais qui fait un reportage et qui, à l'occasion de ce reportage, donne des indications sur des territoires. Là, vous avez une parmi des dizaines et des dizaines, une page avec une référence à un territoire que je ne vais pas citer. Sur l'autre page, un autre territoire, donc sur une double page, c'est l'Express. Et la une de l'Express spécial vin 2015, c'est les vignerons indépendants, les coups de cœur, et nous avons de multiples reportages sur, par exemple, c'est un sujet très à la mode, les femmes vigneronnes, ou les productions biologiques, ou les nouveaux mécanismes d'installation. Je ne vais pas poursuivre là une grande région bien connue, avec un vin bien connu, et toute une sélection à tel point, et c'est à tel point possible de faire cette publicité que le petit quotidien qui s'adresse aux enfants, le petit quotidien, et ça a été possible. Le petit quotidien fait une qui date d'il y a quelques mois. La vigne en France, un métier, une histoire, un art. Et ce petit quotidien, on aurait pu se dire, c'est pour les enfants, et donc ça va être interdit. Pas du tout. C'est passé. On voit des grappes de raisin, mais on explique un métier. C'est d'ailleurs très bien fait pour apprendre des tas de choses. Alors oui, il y a eu une publicité dans Match, enfin, qui n'était pas une publicité, et qui est celle-ci, dans Match. Il y avait un article sur une actrice de cinéma bien connue, américaine, même si elle vit à Paris, avec une bouteille de champagne, disons-le, puisqu'il n'y a pas de honte à cela. Elle pose cette actrice dans une attitude tout à fait suggestive, et l'article, à aucun moment, n'évoque la bouteille d'alcool, ne dit attention, boire trop et nuit à la santé. On associe directement un alcool de fête à une actrice très spectaculaire, très belle, incontestablement, très attractive, et dans une position très lascive. Et on se dira, et moi je n'y vois que du bon, je n'y vois que des choses très, très, très charmantes pour ma part, mais tout cela, c'est une publicité déguisée pour l'alcool, et c'est cela qui a été censuré. Donc mon propos n'est pas du tout d'opposer l'activité économique, la filière économique, le tourisme, qui exporte, qui vend, qui se développe. C'est simplement de dire il y a un équilibre de la loi E20 qui, depuis des années, nous permet de développer cette activité, de vendre, de favoriser le tourisme. Il y a des routes du vin partout en France, dans mon département, qui est un département viticole. Il y a du vin, il y a des routes du vin partout. Enfin, si, partout, et ça n'est pas interdit. Et donc, moi, la position que je défends et que j'ai défendue depuis le début, parce que l'amendement dans la loi Macron, il a été décrété inconstitutionnel parce qu'il était intervenu trop tardivement dans la procédure, pas parce qu'il n'était pas dans le bon texte, parce qu'il a été introduit trop tardivement dans la procédure. Nous sommes ici, non, ce sont les parlementaires. Ce sont les parlementaires qui ont porté... Vous aurez la parole tout à l'heure en explication de vote. Laissez parler la ministre. Si vous voulez que ça soit voté, je veux redire, et je termine par là. Vous savez, j'entends les positions, je vois les expressions, et je veux exprimer mes regrets par avance, mais je les exprimerai après le vote si le vote devait être favorable à ces amendements dans une loi de santé. Parce que c'est une loi de santé. Et on porte la santé publique. Et ensuite, on va reprendre les débats.
On va reprendre les débats sur les questions liées au diabète et à l'obésité, on va reprendre les débats sur l'organisation du système de santé et on va reprendre les débats sur la manière de suivre dans la durée les personnes qui ont des maladies chroniques. Et parmi ces maladies, eh bien, il y en a qui sont liées à la consommation excessive d'alcool. Et ne pas le voir, je ne crois pas que ce soit rendre service à une filière, c'est au fond ne pas tenir compte d'une réalité qui coûte à notre pays. Une étude récente vient encore de le montrer. Il y a le coût direct pour la santé, il y a le coût des vies humaines brisées, des familles détruites, il y a le coût pour l'activité économique de salariés qui ne peuvent pas se rendre à leur travail de manière régulière, mais tout simplement fermer les yeux sur le fait qu'aujourd'hui, si nous voulons que notre population vive mieux, cela signifie que nous devons nous donner les moyens de lutter contre les maladies évitables, c'est-à-dire liées à des comportements qui sont excessifs. Et évidemment, il y a des millions de gens qui boivent du vin de façon tout à fait raisonnable et responsable. Et là n'est pas le problème. Et votre amendement ne changera rien à cette réalité-là. C'est qu'en matière de santé publique, la publicité a un impact et que nous devons donc préserver l'équilibre dans cette loi de la loi E20. Et c'est la raison pour laquelle je donne un avis défavorable à cet amendement qui est placé dans une loi de santé publique. Merci Madame la Ministre. Je vais mettre aux voix cet amendement. S'il vous plaît. Je vais mettre aux voix cet amendement et avant de le mettre aux voix, j'ai plusieurs demandes de parole. Si vous me laissiez finir mes phrases, mes chers collègues. Donc, tout d'abord, dans l'ordre d'inscription, Monsieur Lemoine. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bon, je crois qu'il faut s'en tenir au texte stricto sensu de l'amendement. Les envolées, un peu de théologie sur les politiques de santé, bon, c'est bien, mais voilà, revenons vraiment au texte. Bon, que dit le texte? Le texte propose de faire en sorte que ne soit pas considéré comme de la publicité ou de la propagande les contenus, les images, les commentaires sur une région de production, une indication géographique, un terroir, un itinéraire. Et donc, effectivement, notre objet, il est tout simplement d'éviter que ne puissent paraître des articles faisant la promotion de l'œnotourisme. Parce que oui, si la France accueille 83 millions de touristes, elle est en retard par rapport au panier moyen de dépenses, elle est en retard par rapport à l'Espagne, et donc nous sommes en train de nous faire dépasser. Et exemple concret contre exemple concret, il y a bien, à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation de 2004, des articles. L'article du Parisien, il a été condamné alors qu'il était dédié à la réussite de l'export des vins de Champagne. On parlait d'export, mais voilà, la Cour de casse ayant dit que tout acte en faveur d'un organisme ou d'un produit ayant pour effet, quelle qu'en soit la finalité de rappeler une boisson alcoolique, tout est dans le quelle qu'en soit la finalité, qui fait qu'on est bloqué et qu'on a besoin de cette clarification législative pour enfin permettre que sans danger de condamnation, les journalistes puissent faire leur travail. Donc il ne s'agit pas d'être irresponsable, et je crois qu'ici, et les filières ont fait d'énormes efforts, tout le monde il y a une prise de conscience générale, et Madame la Ministre, croyez bien que nous sommes également sincères dans notre démarche. Faudrait-il alors, si nous poussons votre raisonnement, encadrer strictement, limiter la publicité pour les voitures, qui elles aussi tuent plusieurs milliers de personnes par année? Donc je crois qu'on est là vraiment pour légiférer sous l'empire du bon sens et faire en sorte que nos territoires, nos terroirs puissent communiquer. On parle de communication, pas de publicité, et être ainsi attractifs partout dans le monde. Et puis j'ajouterais quand même, nous nous sommes collés à la rédaction qui est celle proposée par le gouvernement auquel vous appartenez, vous en êtes ministre de la Santé, mais solidaire. Et donc nous appelons à reprendre cet amendement gouvernemental du texte Macron, redéposé par de nombreux collègues. Merci, Monsieur Lemoine. Madame Cohen, pour explication de vote.
Merci Madame la Présidente. C'est vrai qu'il y a beaucoup de passion dans ce débat. Moi, je veux remercier la ministre de la Santé qui a recadré le débat. Voilà, on est dans une loi de santé publique. On n'est pas dans une loi sur le tourisme. Et quand on parle de santé publique, je suis désolée, mais d'entendre les arguments que j'ai entendus me choque. D'autant plus, mes chers collègues, je veux vous rappeler que nous sommes au titre premier. Et qu'est-ce que le titre premier? C'est renforcer la prévention et la promotion de la santé. Et le chapitre premier, mes chers collègues, soutenir les jeunes pour l'égalité des droits, on a voté, en santé. Mais quelle image on donne? C'est-à-dire qu'on est sur la prévention, on est par rapport aux méfaits de l'alcoolisation au niveau de la jeunesse, et vous êtes en train d'introduire des amendements qui combattent le sens même de la loi. Et vous êtes en train, mais je suis désolée, je lis les mots, je lis les titres. Je trouve que ça n'est pas le propos de cette loi. Et ça n'est pas donner un exemple positif sur, par ailleurs, ce que vous allez condamner la main sur le cœur, sur des excès de fête, par exemple, parmi les étudiants, etc., quand on voit un certain nombre de dérives que l'on condamne tous et toutes. Donc je trouve qu'il y a une sacrée hypocrisie. C'est la première remarque que je veux dire. Et la deuxième hypocrisie que je veux dire, c'est que je suis désolée, mes chers collègues, mais j'ai le sentiment quand même que la loi Évin avait été votée et il y avait un consensus, un équilibre. On peut partager certaines choses, mais en tout cas, ça permettait un équilibre et que vous remettez les choses en cause. Et il n'y a pas de digue là, c'est-à-dire que là, vous nous parlez d'une similitude entre les publicités pour tel ou tel vin et les voitures. Mais excusez-moi, mais au niveau de tout ce qui est vitesse, automobile, etc., il y a des contrôles, il y a des limites. C'est flashé, il y a des choses. Quelle est cette comparaison qui n'a strictement rien à voir? Alors moi, je trouve que la représentation que nous donnons là, au niveau de notre hémicycle, à passer des heures sur cette question, qu'est-ce que vont penser les jeunes demain quand on va parler des drogues illicites, notamment du cannabis, où vous allez vous élever contre toute mesure concernant le cannabis? Je trouve que c'est lamentable. La parole est à Monsieur Pointreau pour explication de vote. Je vous rappelle, mes chers collègues, que nous devrons suspendre à 19h30. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, oui, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure notre collègue Gérard César. C'est vrai que le vin, c'est le patrimoine de la France. Et je crois que samedi prochain, c'est la journée du patrimoine, et je crois que le vin devra être aussi mis en avant très largement. Et c'est en plus un des rares succès de notre commerce extérieur, je voudrais quand même le rappeler. Vous avez évoqué, Madame la Ministre, les 50 000 morts dues à l'alcool. Ce n'est pas dû à l'alcool, c'est dû à l'excès d'alcool. C'est différent. Comme l'obésité, vous avez évoqué l'obésité, qui fait beaucoup de morts aussi en France. À ce moment-là, il faut arrêter la publicité de tous les produits agroalimentaires français, que ce soit nos fromages, qui font partie du patrimoine de la France, que ce soit tous les produits, on va dire, pâtissiers, etc., qui aussi encouragent l'obésité. Alors moi, je pense qu'à un moment donné, il faut faire preuve de responsabilité. Je crois qu'il faut arrêter de prendre nos citoyens pour des irresponsables. On verra plus tard pour le problème du tabac. Je crois aussi qu'il y aura une discussion, à mon avis, sur ce sujet. Et je crois qu'il faudrait aussi faire en sorte que notre compétitivité soit aussi la même pour tous, dans tous les pays européens. Si en Espagne, on peut faire un peu de publicité comme dans d'autres pays européens, il faut qu'on se mette au même niveau, tous les pays européens, pour la publicité, pour nos vins. Il n'y a pas de raison qu'on soit encore en surtransposition par rapport aux autres pays européens. Donc c'est la raison pour laquelle moi je voterai bien évidemment l'amendement de notre collègue Gérard César, parce qu'il s'agit de clarifier les choses, et je crois que c'est important par rapport aux problèmes que ça peut poser sur le plan juridique. Merci. La parole est à Madame Ferrat pour explication de vote.
Merci, Madame la Présidente. Je ne vous cache pas que je suis gênée par certains propos que j'ai entendus, comme si nous étions en train de faire l'apologie de l'alcool. Comment penser que les hommes et les femmes qui ont co-signé cet amendement, les faits au détriment de nos concitoyens, les faits au détriment de nos enfants, les faits au détriment de nos petits-enfants, comment est-il possible d'imaginer l'inconscience qui serait la nôtre? Nous sommes bien, je ne reprendrai pas les propos qui ont été dits, nous sommes bien dans la défense de nos territoires, à travers le savoir-faire, à travers une région, à travers la gastronomie, etc., etc. Non, cet amendement n'est pas une publicité pour l'alcool. N'essayons pas de nous faire prendre cela pour un amalgame, ce n'est pas la réalité des choses. Et puis, Madame la Ministre, vous nous avez fait une brillante démonstration à travers les différents magazines, documents que vous nous avez montrés. Et ça démontre bien évidemment que c'est dans cette loi E20 le moment le plus difficile, c'est l'interprétation qu'en font les juges. Alors bien évidemment, eh bien, ce que vous nous avez fait de cette démonstration démontre, s'il en était besoin, l'intérêt de notre amendement. Merci. La parole est à Madame Archambault. Il ne paraît pas possible que dans une loi de santé publique, on puisse proposer des amendements, puisqu'il y en a plusieurs, il y en a une série qui nous propose de reculer sur la loi E20. La ministre, laissez-moi parler, je vous ai écouté. Pourquoi m'interrompre? La ministre vous a donné un chiffre, 50 000 morts par an. 50 000 morts par an, est-ce qu'on mesure ce que ça veut dire? Est-ce qu'on mesure aujourd'hui la responsabilité que nous avons? Donc, comme cela a été dit, la loi E20 avait établi dans le pays un consensus, un équilibre. Pourquoi vouloir rompre cet équilibre? Sur le fond, pourquoi continuer cette vieille opposition entre développement économique, emploi, développement local, défense de la ruralité et santé? Pourquoi continuer avec ces vieilles lunes? Je voudrais rappeler une situation douloureuse, mais quelquefois il faut dire les choses. Relisez les textes du CAPA, le comité paritaire amiante. Pendant 50 ans, on a dit qu'au nom de l'emploi, parce qu'on ne pouvait pas mettre les gens au chômage, on ne pouvait pas interdire l'amiante. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'aujourd'hui, l'Institut national de veille sanitaire nous prédit 100 000 morts de l'amiante en 2050. Voilà. Alors, on ne peut plus continuer comme ça à opposer économie et santé. Cette opposition, elle est derrière nous. Je suis tout à fait d'accord, et l'ensemble des membres de mon groupe, pour examiner rapidement, si c'est nécessaire, un projet de loi, une proposition de loi pour soutenir le développement local, rural, bien sûr, y compris pour y mettre des moyens, mais pas en reculant sur la loi E20. Je pense que là, 50 000 morts par an, nous avons une responsabilité. C'est à nous, parlementaires, d'être courageux, de soutenir le gouvernement, puisque sur ce point, la ministre nous soutient, de la soutenir, parce que ceux qui sont les plus souvent tentés par cette addiction de l'alcool sont aussi les plus fragiles. Merci beaucoup. La parole est à Madame Génisson pour explication de vote. Oui, merci Madame la Présidente. Je n'allongerai pas les débats, mais simplement pour dire que, en ce qui me concerne, je soutiens l'argumentation de Madame la Ministre. Génisson, Monsieur Bailly pour explication de vote. Oui, très rapidement. Moi, je soutiendrai bien sûr cet amendement parce qu'il me semble que c'est un amendement de précision et de clarification. On sait la crainte qu'ont nos viticulteurs et qui nous le rappellent souvent dans ce problème, comme ils disent, de publicité ou de promotion. Alors, moi, je pense que c'est une bonne chose. Je vais vous citer un exemple. Par exemple, je viens de faire une émission, comme d'autres collègues l'ont fait pour Public Sénat, ce qu'on appelle Manger, c'est voter, avec Pierre Golagas.
eh bien, en même temps, on a bien montré nos paysages, on a montré des caves et on a montré aussi la gastronomie avec des bouteilles sur la table. Alors, Madame la Ministre, est-ce que ça, on pourra le faire demain? C'est quand même important pour les viticulteurs. Il faut savoir si on peut encore le faire. 2, demain, sur nos menus, parce que je vais pousser un petit peu aussi au ridicule, est-ce qu'on pourra encore mettre poulet au vin jaune dans nos menus, dans notre gastronomie? C'est aussi de l'incitation quand même à consommer de l'alcool. Et puis, je voyais dimanche dernier la messe télévisée à Arbois sur le bio, la fête de la viticulture avec le vin. Est-ce qu'on pourra encore le faire alors qu'on demande l'inscription au patrimoine de l'UNESCO? Alors, c'est un petit peu tout ça. Et c'est pour ça que je pense que cet amendement, il est très bon parce qu'il va clarifier les choses. Merci. La parole est à Monsieur Richard pour explication de vote. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, je ne vais naturellement pas allonger le débat, tout a été dit, mais je ne comprends pas les difficultés qui naissent sur ces bancs à propos d'un amendement dont il faut naturellement relativiser la portée. En aucun cas, il ne s'agit de revenir sur et de nier d'abord les 50 000 morts dont on parlait tout à l'heure par an et de nier naturellement l'importance de la lutte contre l'alcool. Il s'agit simplement ici de faire échec à une interprétation de certains juges qui considèrent qu'on ne peut pas faire de distinguo entre la promotion et la publicité. Il s'agit simplement de clarifier. Alors, ne nous opposons pas sur quelque chose qui finalement est tellement technique que ça devrait passer comme cela. Richard, la parole est à Monsieur Laménie pour explication de vote. Oui, très rapidement, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Je crois que là, tous les collègues qui sont co-signataires de ces amendements, je crois que c'est aussi à un moment donné, je crois que personne ne nie les dangers de l'excès d'alcool. Ça a été rappelé, la notion d'excès d'alcool. Mais de l'autre côté, je dirais, la géographie au niveau de notre pays auquel le terroir auquel vous êtes, nous sommes toutes et tous très attachés. Je crois qu'à un moment donné, il faut aussi voir surtout une notion de bon sens. Je crois qu'il faut que le bon sens l'emporte pour essayer de trouver un bon compromis et je crois et pénaliser personne. Je crois. Voilà. Merci. Chers collègues, je n'ai plus de demande d'explication de vote. Je n'en vois pas. Mes chers collègues, j'ai été saisie d'une demande de scrutin par le président de la Commission des affaires sociales qui m'avait laissé expressément ces instructions sur les amendements identiques. Numéro 31 rectifié quinquies, 32 rectifié, 410 rectifié, 859 rectifié. Nous allons donc voter sur ces amendements identiques. Je vous rappelle que l'avis de la Commission est favorable, l'avis du gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Voici le résultat du scrutin numéro 246 sur les amendements numéro 31 rectifié quinquies, 32 rectifié, 410 rectifié, 859 rectifié. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence. Nombre de votants 342. Nombre de suffrages exprimés 320. Pour l'adoption 287. Contre 33. Le Sénat a adopté ces amendements. S'il vous plaît, mes chers collègues, Madame la Ministre, vous avez demandé la parole. Oui, puisque nos travaux vont bientôt s'interrompre, Madame la Présidente, je voudrais dire qu'évidemment, par principe et par définition, je prends acte du résultat de ce vote. Oui, comme toujours. Avec beaucoup de déception, beaucoup de préoccupations. Je le dis, beaucoup de préoccupations. Et je veux dire que pour ma part, j'assume mes responsabilités et je reste déterminée. Parce que c'est la mission qui m'a été confiée et au fond, moi, je continuerai d'alerter sur les enjeux de santé publique dans ce pays.
Voilà, vous avez donc pu suivre les discussions autour de la loi E20. Je vous rappelle que les sénateurs ont décidé à la surprise générale d'assouplir cette loi E20 en établissant une distinction entre information et publicité sur les boissons alcooliques. Autre surprise, le Sénat a décidé contre l'avis du gouvernement l'interdiction à compter de 2017 des cabines de bronzage à UV en raison des risques cancérigènes qu'elles présentent. Mais cette interdiction a peu de chances d'être confirmée lors du retour du texte devant l'Assemblée nationale. Je vous propose donc tout de suite de suivre cette discussion autour de l'interdiction des cabines de bronzage UV. Nous passons au 5 quinquies E. Avec deux amendements en discussion commune. Le 15 rectifié, Monsieur Longeau, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, cet amendement vise à interdire la vente, la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit, ainsi que l'utilisation des cabines UV. Ne sont visés dans le texte que les appareils utilisés à des fins esthétiques. Cela ne concerne donc pas les médecins, notamment les dermatologues qui utilisent ces techniques dans le cadre du traitement de certaines pathologies. Le sous-amendement déposé par M. Daudigny, qui souhaite préciser que l'interdiction s'applique hors usage médical, est donc en réalité satisfait sur ce point, mais peut-être permet-il d'être plus précis. Le 2 prévoit la sanction en cas d'infraction à cette interdiction, 100 000 € d'amende. Cette sanction est alignée sur ce que le projet de loi prévoit actuellement pour l'interdiction de vente des cabines à des particuliers. Lors de la présentation de cet amendement en commission des affaires sociales, un débat a eu lieu sur les modalités d'entrée en vigueur d'une telle interdiction des cabines UV. L'amendement que je vous propose en tient compte en renvoyant les modalités d'application de l'article au pouvoir réglementaire. Cela signifie qu'une certaine marge de manœuvre pour répondre aux inquiétudes des professionnels pourra être aménagée dans les modalités de mise en œuvre de l'interdiction. Je ne suis pas certain qu'il faille aller jusqu'à repousser dans le délai d'entrée en vigueur de cette interdiction. L'urgence sanitaire est réelle. Il nous faut inscrire cette interdiction dès aujourd'hui dans la loi. Encore une fois, les preuves scientifiques de la dangerosité de ces appareils sont établies. Les ultraviolets artificiels ont été classés dans la catégorie des cancérogènes certains pour l'homme par le Centre international de recherche sur le cancer. On sait que le nombre de cancers de la peau va doubler tous les 10 ans. Face à ces risques, la réglementation existante est mal appliquée. Une enquête récente du magazine 60 millions de consommateurs, réalisée dans 50 centres de bronzage en France, a montré que de nombreux professionnels préfèrent passer sous le silence la dangerosité des ultraviolets artificiels. Or, l'utilisation de ces équipements augmente et se banalise dangereusement pour les consommateurs. Voilà donc pourquoi je vous propose aujourd'hui d'adopter cet amendement. Les données scientifiques sont irréfutables. Nous avons toute l'expertise nécessaire pour agir. Saisissons donc l'occasion que constitue l'examen de cette loi de modernisation du système de santé pour prévenir un futur scandale sanitaire. Je vous remercie. Merci. Je vais quand même demander à M. Daudigny de présenter son sous-amendement. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, au regard des avis rendus sur les cabines de bronzage par l'Académie de médecine, le Centre national de recherche sur le cancer et l'INVES, et d'un encadrement réglementaire de leur usage qui reste, bien que constamment renforcé, mal appliqué ou inappliqué, nous soutenons l'amendement présenté par notre collègue Jean-François Longeau au nom de la Commission du développement durable. Notre sous-amendement vous propose également de tenir compte de la situation des exploitants de cabines de bronzage qui ont développé une activité autorisée et se sont encore récemment conformés aux nouvelles prescriptions des décrets publiés en 2014. Il y a là une question de prévisibilité qui justifie un délai d'application. La responsabilité de l'État, d'ailleurs, ne risquerait-elle pas, en effet, d'être engagée du fait de la loi? C'est pourquoi nous vous proposons que cette interdiction s'applique 2 ans à compter de la promulgation de la loi. Nous proposons également, à l'identique du texte adopté par notre commission, d'une part de donner compétence aux agents mentionnés, premièrement du 1 de l'article L215-1 du Code de la consommation, d'autre part de prévoir un arrêté pour fixer les conditions de récupération, de destruction et de mise au rebut des appareils de bronzage. Sur ce point, Madame la Ministre, une compensation pourrait peut-être être envisagée au bénéfice des exploitants, faisant une application anticipée de l'interdiction.
nous ne pouvions le proposer compte tenu du risque d'irrecevabilité financière. La suggestion est donc faite de vive voix. Mes chers collègues, l'amendement de la Commission du développement durable, complété de cette manière par notre sous-amendement, permettra de satisfaire à la fois un impératif de santé publique et une mise en œuvre effective et responsable. Je vous remercie. Merci, Monsieur Daudigny. Alors, en réalité, la discussion commune couvre également les deux amendements suivants, le 604 rectifié, mais qui n'est pas défendu, et le 614 rectifié bis de Monsieur Daudigny, à qui je redonne la parole. Oui, j'en profite, hein. Mais je n'ai pas abusé jusqu'à maintenant. Hein. Merci, monsieur. Les choses sont sérieuses. Hein. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Personne ne contestera que l'objectif des mesures législatives que nous votons est qu'elles soient très concrètement applicables et qu'elles tiennent compte du contexte dans lequel elles seront mises en œuvre. Nous sommes ici face à un double constat, celui d'une part de la dangerosité aujourd'hui amplement avérée des cabines de bronzage, celui d'autre part de la poursuite du développement des centres de bronzage artificiel et de l'activité commerciale qui s'y attache dans le cadre d'une réglementation pourtant constamment renforcée. Les avis scientifiques sont sans appel. Dès 2003, à nouveau en 2009 et 2010, l'Académie de médecine alerte sur les risques liés à l'exposition aux UV artificielles. En 2009, le Centre national de recherche sur le cancer classe cette pratique dans le groupe des agents cancérogènes, certains pour l'homme. En 2011, l'INVEST constate que le nombre de mélanomes a plus que triplé entre 1980 et 2005 en France. Dans son dernier avis, publié le 2 février 2015, l'Académie de médecine est catégorique, je cite, « Hors usage médical, il faut interdire totalement les cabines de bronzage ». Ainsi, porter au niveau législatif un encadrement, même rendu plus strict encore, risque de n'y rien changer. L'interdiction de mise à disposition des appareils de bronzage aux mineurs de 18 ans, prévue par le texte qui nous est soumis, figure d'ailleurs déjà dans le décret du 27 décembre 2013. En tout état de cause, le risque est avéré, quel que soit l'âge. L'interdiction des cabines de bronzage s'impose donc, mais le moins est aussi qu'elle s'applique avec un minimum de prévisibilité à l'égard des exploitants qui ont développé leur activité dans le cadre de la réglementation existante. C'est pourquoi nous vous proposons que cette interdiction entre en vigueur, c'était le sous-amendement tout à l'heure, 2 ans à compter de la promulgation de la loi. Par ailleurs, comme je l'ai indiqué, notre amendement reprend 2 mentions du texte adopté par notre commission s'agissant des conditions de récupération, de destruction et de mise au rebut des appareils d'une part, de la compétence des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'autre part. Je vous remercie. Monsieur Daudigny, alors Madame la rapporteure, quel est l'avis de la Commission ? Alors, c'est vrai que l'amendement de la Commission du développement durable présenté par M. Lonchot, qui visait à interdire les cabines UV, n'avait pas fait l'objet d'un avis favorable en juillet, puisque nous considérions qu'il y avait un problème de sécurité juridique si on interdisait les appareils du jour au lendemain, y compris à domicile, et sans mesure transitoire. Et nous avions préconisé plutôt, en effet, des mesures transitoires. Je crois que sur les cabines de bronzage, la nocivité des cabines de bronzage est largement établie. L'Académie de médecine, depuis de nombreuses années, y fait référence. Et la Commission a souhaité que des mesures transitoires soient prises, que le caractère hors usage médical soit vraiment bien défini. C'est ce que fait le sous-amendement présenté par le sénateur Daudigny, et la Commission donne un avis favorable au sous-amendement 615 rectifié bis et un avis favorable à l'amendement précédent, sous réserve du sous-amendement. Et sur les autres Suivant et une version consolidée des deux, donc c'est le... Madame la ministre. Oui, tout d'abord, je veux dire que, évidemment, la nocivité de l'exposition aux rayons UV est avérée et que nous sommes dans d'autres pays, comme dans d'autres pays, confrontés à une augmentation très importante du nombre de cancers de la peau, de mélanome, et que c'est un phénomène
qui doit nous amener à prendre un certain nombre de mesures. Faut-il que ces mesures soient celles de l'interdiction ? Contrairement à ce que certains d'entre vous ont l'air de penser, la logique de la loi n'est pas celle de l'interdiction. La logique de la loi en termes de santé publique, elle est celle de l'information, de la régulation, de l'encadrement, qu'il s'agisse de l'alcool, qu'il s'agisse du tabac, où les méfaits du tabac sur la santé sont avérés et la loi ne propose pas d'interdire le tabac. La loi propose d'encadrer, de réguler notamment les mécanismes ou les procédés de publicité. Des mesures de régulation ont été engagées dès 1997 pour ce qui est des cabines de bronzage et ces règles ont été renforcées en 2013. La loi, le présent projet de loi, porte des mesures d'encadrement renforcées en interdisant la publicité pour la vente des appareils de bronzage ou pour l'offre d'une prestation de service, en interdisant la vente ou la cession d'appareils de bronzage aux particuliers pour éviter qu'on s'en serve un peu n'importe comment, passez-moi l'expression, à domicile. L'impossibilité en particulier, puisque on ne peut pas d'ores et déjà acheter sur Internet. L'interdiction des forfaits illimités. Parce que là, on encourage des pratiques qui sont extrêmement dangereuses. Et puis, il introduit, ce texte de loi, une obligation de formation de ceux qui sont amenés à proposer cette pratique. Et donc, c'est la démarche qui est retenue par le projet de loi. J'entends très bien la volonté qui s'exprime. Mais je dois dire que ça n'est pas, encore une fois, la perspective dans laquelle nous nous situons, d'autant moins que nous avons été un certain nombre de ministres en charge de la santé à saisir la Commission européenne pour voir quel type d'harmonisation des pratiques pourrait se faire. Un groupe de travail au niveau européen s'est mis en place. Ce groupe de travail doit proposer des orientations dont je ne connais pas la teneur à ce stade au cours du premier semestre, d'après ce qui nous est dit, de l'année 2016. Et donc, à ce stade, c'est le point auquel le gouvernement entend rester. Je donne donc, à défaut de retrait des amendements proposant l'interdiction complète des cabines, je donne un avis défavorable. Pour le reste, je veux dire à Monsieur Daudigny que les appareils qui sont concernés sont des appareils qui ne concernent que des visées esthétiques et ce sont donc des modèles qui n'ont pas de visée médicale. Et il me semble donc que le sous-amendement que vous proposez pour éviter que les appareils à visée médicale soient concernés, dans la perspective de votre propre amendement d'interdiction, n'a pas lieu d'être parce que ce ne sont pas du tout les mêmes matériels. Très bien. Bien. Alors, nous allons passer au vote, en commençant par l'amendement 15 rectifié, le sous-amendement 615 rectifié bis de M. Daudigny, que je mets aux voix, pour commencer, avec un avis favorable de la Commission et, si j'ai bien compris, défavorable du gouvernement. C'est bien cela. Alors, qui est pour? Madame de Seine. Vous, pour explication de vote? Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Je vous remercie pour vos propos. Et concernant ces amendements, je voulais dire que je ne conteste pas les dangers d'une surexposition au rayonnement UV, en particulier le risque de développer un cancer de la peau. On sait par ailleurs que ça concerne qu'une partie de la population, estimée de 5 à 7%, et cette population est parfaitement identifiée, c'est généralement les gens à peau claire ou qui présentent de nombreux grains de beauté. Vous disiez tout à l'heure que les mélanomes avaient triplé. Est-ce que pour autant la fréquentation des cabines de bronzage a triplé? Je ne le crois pas. Les mélanomes sont aussi développés par l'exposition au rayonnement naturel, aux UV solaires.
Supprimer les cabines, c'est aussi mettre en danger toute une filière. Et on n'a pas toujours eu autant de scrupules dans cet hémicycle, en particulier quand a été présenté un amendement pour la suppression de la pub dans les programmes jeunesse à la télé, où on nous a expliqué qu'il y avait toute une filière, une production derrière, et que donc on pouvait maintenir des messages qui ne sont pas forcément des messages sanitaires à destination des jeunes publics. Donc pour toutes ces raisons, alors on est en plus sur deux logiques très différentes. Moi je défends l'information, l'éducation et l'encadrement, et je laisse chacun responsable de ses choix, alors que Monsieur Longeot, vous êtes beaucoup plus radical dans votre positionnement et vous proposez une interdiction stricte. Donc pour toutes ces raisons, je ne voterai pas ces amendements. Très bien. Pas d'autres explications de vote, Madame Schillinger? Oui, je tenais à remercier Madame la Ministre pour ses propos quand elle dit qu'il faut une harmonisation au niveau européen. Elle sait très bien que moi j'habite une région frontalière où il y a la Suisse et l'Allemagne, et pour faire une meilleure prévention, il faut vraiment que dans différents domaines, il y ait une harmonisation. Et cela me rassure beaucoup. Donc effectivement, moi je suivrai Madame la Ministre. Alors, s'il n'y a pas d'autres explications de vote, et je n'en vois pas, je mets aux voix le sous-amendement 615 rectifié bis de Monsieur Daudigny, avec un avis favorable de la Commission et un avis défavorable du gouvernement, qui est pour. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc le sous-amendement est adopté. Je mets aux voix maintenant l'amendement 15 rectifié bis de Monsieur Longeot, ainsi sous-amendé par le 615 rectifié bis, avec un avis favorable de la Commission et un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc c'est même vote. Et donc l'amendement 15 rectifié bis, sous-amendé par le 615 rectifié bis, est adopté. Par voie de conséquence, tous les autres amendements tombent. Voilà, vous avez donc pu suivre plusieurs débats importants autour du projet de loi de modernisation du système de santé, l'assouplissement de la loi E20, l'interdiction des cabines de bronzage UV. Cet après-midi, vous pourrez suivre les discussions autour de la mise en place du paquet neutre. Je vous rappelle que les sénateurs ont rejeté la mise en place de ce paquet neutre. C'était pourtant une des mesures phares de ce projet de loi sur la santé.